Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va regarder une entreprise à reprendre. C'est une question qui m'a été envoyée sur LinkedIn. Donc surtout, n'hésitez pas à me renvoyer des questions pour que je puisse regarder avec vous les sujets qui vous intéressent. Donc moi, c'est Victor, 38 ans, plus de 200 locataires. J'achète de l'IMO, je reprends des boîtes avec toi. Je vis 100% de mes investissements, IMO bourse. Et il y a des deals, des boîtes à reprendre et de la stratégie. Tout est sur firefrance.io. Alors, on est parti sur une entreprise pour donner les chiffres de façon générale. On est dans le secteur de la propreté industrielle, donc en gros du ménage pour les entreprises. Et là, c'est un patron qui part à la retraite. Il a 78 ans et il propose de vendre son entreprise pour 480 000 euros. Donc, on va regarder ça ensemble. On va déjà regarder les petits éléments qu'on a sur la boîte. Prenons déjà le chiffre d'affaires. 2023, il faisait 970 000 euros de chiffre d'affaires. 2024, 1 million. 2025, presque 1 million de chiffre d'affaires. En EBE, excédent brut d'exploitation, c'est effectivement ce que nous, on va regarder principalement pour valoriser les boîtes et même pour d'un point de vue financier et financement. On est sur du 36 000 en 2023, on est sur du 28 000 en 2024, on est sur du 6 000 en 2025. Et on descend même au résultat d'exploitation. 14 000 en 2023, 22 000 en 2024 et 23 000 en 2025. Donc, il faudra qu'on regarde exactement ce qui s'est passé en 2025 pour bien comprendre ça. Et enfin, on a un calcul de cash flow. On a donc la boîte, en gros, elle génère quasiment 30 000 en 2023, 25 000 en 2024 et 20 000 en 2025. Alors, comment on peut regarder cette boîte-là et est-ce que c'est intéressant ou pas ? Donc, déjà, ce qui est intéressant pour cette boîte, c'est récurrence et fidélité du chiffre d'affaires. Donc, on a une entreprise. Donc, pour regarder dans le détail, surtout quand vous regardez des boîtes, c'est de voir si les entreprises sont dépendantes d'un client. Donc là, par exemple, on regardait une boîte avant dans la formation qui était grandement dépendante d'un client. C'est très risqué. On va vous expliquer que ça fonctionne depuis une dizaine d'années ou depuis une vingtaine d'années avec ce client principal. Vous avez quand même un gros risque que ce client principal arrête de travailler avec vous. Dans ce cas-là, on n'a absolument pas une concentration des clients, donc une très bonne répartition, donc c'est très bien. Deuxième élément, c'est surtout la récurrence du chiffre d'affaires. Normalement, le ménage, tant que vous n'avez pas de gros problèmes, en fait, il y a deux éléments qui font que vos clients vont vous quitter pour des prestations de ménage. Un, c'est un problème récurrent qui a lieu sur le ménage. Donc, ça peut être des retards. Donc, par exemple, imaginez, alors moi, je le vois très bien parce que vu que j'avais un espace de coworking, j'avais mes clients qui arrivaient à 8 heures du matin. Si j'avais le ménage qui n'était pas fini avant les 8 heures du matin, je vais me retrouver avec mes clients qui arrivaient avec une personne qui passait aspirateur et c'était des clients qui allaient faire des formations. Donc là, tout de suite, ça fait une alerte parce que la personne qui me loue une salle pour faire une formation, elle est stressée. Elle voit qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage. C'est pas possible. Elle va tout de suite remonter les éléments. Elle va en fait se précipiter sur cet élément-là pour dire « Oh là là, ça va pas ». Bon, on peut le comprendre aussi. On peut comprendre la personne qui est stressée avant de faire une formation. Donc, il y a ce premier élément-là. Et le deuxième élément, finalement, qui fait qu'une entreprise va quitter la prestation de ménage, c'est une fois, ça dépend quand les entreprises font ça, je pense que ça va être de plus en plus récurrent, mais c'est une remise en question des coûts de l'entreprise. Généralement, tous les ans, tous les 3 ans, mais en gros, c'est un moment où l'entreprise va se dire « Ok, je vais faire le tour de mes fournisseurs, je vais voir si je ne peux pas économiser 5 à 10% sur mes factures qui augmentent chaque année de façon factuelle. » Donc, là, il y a ces deux éléments-là où ça peut partir principalement, puis aussi des augmentations quotidiennes. Et il y a aussi concrètement le taux de faillite. Donc, si vous êtes dans des secteurs, donc à un moment, j'avais une boîte, d'ailleurs que j'ai toujours, je suis actionnaire d'une boîte où les clients sont dans le secteur de la restauration. Le secteur de la restauration, il y a quand même un turnover où il y a un taux finalement de restaurants qui s'arrêtent, qui se revendent, etc., qui est très important.
Et du coup, dans ces secteurs-là, vous risquez, si vous avez comme client des restaurateurs, vous risquez d'avoir un churn, donc une perte de clients naturelle assez élevée. Autre élément, donc c'est intéressant pour cette boîte, c'est ce que je disais déjà, c'est une très faible concentration des clients. Donc là, il y a 56 clients. Les plus gros clients pèsent que 5% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc vous êtes flexible là-dessus. Alors attention, on peut se reposer des questions. Est-ce que la cessation des contrats est autorisée? Donc ça, c'est est-ce que dans les contrats, si vous reprenez l'entreprise, vous avez bien le droit de reprendre les contrats? Donc il n'y a pas du tout de dette sur l'entreprise. Donc ça, effectivement, c'est intéressant pour pouvoir faire du refinancement et même en termes de risque. C'est un marché qui est assez résilient, donc le nettoyage, c'est essentiel. On a vraiment besoin de cette activité dans les bureaux. On ne se voit pas avoir des bureaux qui sont sales. Ça, on ne peut pas le faire. Il y a un développement commercial qui est possible. Alors attention, c'est très très compétitif, tout ce qui est activité de ménage. Alors pour ceux d'entre vous qui ont des boîtes, je pense que vous avez déjà été démarché par des entreprises de ménage. Donc c'est quand même un secteur où justement il y a beaucoup de personnes qui vont vous appeler en vous proposant des prestations de ménage. Alors, les contres sur ce business-là, qu'est-ce qu'on a? Alors, premièrement, on a un prix de cession de 480 000 euros. Alors, dans ce cas-là, il faut voir comment il a été calculé. Nous, ce qui va nous intéresser, donc ça dépend de quelle est notre stratégie et comment on valorise le prix de la boîte. Alors, pourquoi je vous dis ça? Il y a de temps en temps des personnes qui vont être plus enclins à valoriser des entreprises de façon plus importante. Ça dépend de votre façon de voir ça. Moi, de façon générale, ce que je fais, c'est que je traite une entreprise. En fait, je vais la dissocier en plusieurs parties. Je vais traiter l'entreprise d'une partie. Je vais la traiter d'une façon très concrète en me disant, OK, est-ce que c'est un investissement financier qui est intéressant pour moi d'un point de vue risque? Comment je fais ça? Je vais regarder l'argent que je mets dans l'entreprise à l'origine. Est-ce que je peux mettre très très peu? Et est-ce que je peux mettre un maximum de dette sur l'entreprise et que l'entreprise va être en capacité de rembourser cette dette et donc en l'occurrence de rembourser ce prix? Donc je vais faire un calcul très, très facile. Alors si vous voulez le faire, vous avez plusieurs façons. Moi, j'ai toujours ma technique un peu ancienne, mais je pense que vous pouvez peut-être le faire aujourd'hui avec Claude ou ChatGPT. En fait, moi, je repars sur meilleur taux. Je vais sur les calculs de prêt immobilier, calcul de mensualité. Je vais mettre sur 7 ans sur le petit simulateur. Hop. Et là, grosso modo, les taux que vous avez, alors aujourd'hui c'est à peu près ça, les taux que vous avez sur une vingtaine d'années, ça va être les taux auxquels vous pouvez acheter des boîtes aujourd'hui. Et donc là, je vais mettre 480 000 euros, donc c'est ce qui est demandé, hop, sur 7 ans. Et on va avoir du 6 399 à rembourser du coup par mois, avec un taux de 3,26. Donc là, je vais avoir 6 399, je vais faire x12, ça va me faire 76 000 euros à rembourser par an. Donc là, si je reprends l'entreprise concrètement aujourd'hui, que je regarde le cash flow ou l'excédent brut d'exploitation, bah, en fait, je suis absolument pas en capacité de rembourser. Si j'empruntais la totalité, si la boîte empruntait la totalité pour se rembourser, je suis en incapacité totale de rembourser l'entreprise. Donc déjà, le prix, moi, avec cette vision, vous avez plusieurs façons de valoriser une boîte. Vous avez cette vision qui est de regarder concrètement si vous empruntez la totalité, est-ce qu'il vous reste du cash flow et en plus, est-ce que ça fait de l'argent? Là, clairement pas. Vous avez l'idée, la valorisation entre guillemets du marché qui est de dire ok, c'est 50% du chiffre d'affaires. Bon, sauf que là, dans le cas, 50% du chiffre d'affaires, c'est à peu près ce qui est demandé aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, pour moi, c'est quand même une boîte compliquée. En tout cas, je pense que le prix est négociable. Ça dépend. C'est un secteur. Il faut se rendre compte que je vous en ai déjà parlé il y a 1 ou 2 ans d'ailleurs, qu'avec tout ce qui était business, moi, ce qui m'embêtait de plus en plus, c'était l'arrivée de l'IA pour tout ce qui est business en ligne, pour tout ce qui est business de marketing, etc. Et donc, il y a tous les secteurs qui ne vont pas être impactés par l'IA, qui vont être intéressants. Alors, votre entreprise de ménage sera impactée par l'IA, ne serait-ce que d'un point de vue commercial, marketing, mais dans l'opérationnel ne sera pas impacté. Du coup, il y a de plus en plus de personnes qui vont sur ces secteurs-là. Alors, plus plomberie, plus les boîtes... d'ailleurs, dont j'ai déjà fait des études, hein. Vous pouvez réécouter des épisodes précédents, dont ça peut être de l'échafaudage, ça peut être de l'isolation, ça peut être de la pose de la climatisation, etc. Ces boîtes, aujourd'hui, sont en train de voir des valorisations qui explosent un peu. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire qu'ok, on paye peut-être plus cher des boîtes comme ça, mais on aura moins de problèmes par la suite,
parce qu'on ne va pas être dans un marché où on va devoir réinventer la roue, changer tout, parce que l'IA va tout impacter. Donc, un secteur comme la propreté industrielle, ça peut être un peu impacté. Alors, je vous donnerai mon point de vue aussi, ayant échangé avec beaucoup de personnes qui ont des boîtes de propreté industrielle. Et je vous dirai aussi, en fin de l'épisode, moi, ce que je ferais concrètement sur la propreté industrielle. Alors, aujourd'hui, on a du coup une valorisation qui est un peu, qui pour moi, qui est vraiment déconnante. Donc, il faut voir derrière, dans le détail des chiffres. Mais bon, 77 fois le BE de 2025. Normalement, alors le BE, finalement, c'est l'argent concrètement, enfin presque l'argent que vous pouvez sortir de l'entreprise. Et ce qu'il faut vous dire, c'est généralement, on va compter en nombre d'années, alors soit en EBE, soit en résultat de l'entreprise. On va essayer de regarder en combien d'années on peut rembourser la boîte. Et là, c'est en 17 ans en gros. Si on se dit que c'est 77 fois le BE de 2025, c'est en 77 ans. On va rembourser ça. Si on prend le résultat d'exploitation, c'est en 20 ans de résultat d'exploitation qu'on va pouvoir rembourser ça, et c'est en 32 ans de bénéfices. Donc en fait, quand vous voyez des multiples comme ça, il faut regarder en combien de quel multiple vous parlez. Plus vous êtes proche des multiples du résultat net, alors faites attention encore une fois, parce qu'il y a des enjeux fiscaux, etc. Mais bon, soit vous prenez le BE/EBITDA, soit vous prenez le résultat net et vous regardez en combien d'années vous avez remboursé la boîte. Là, il faut vous dire que vous allez acheter un truc, si vous l'achetez à ce prix-là, que la boîte, déjà, il faut la maintenir, hein, donc on va voir tout à l'heure. Donc, dans le dossier qui m'a été envoyé, il y a directement qui fait quoi dans l'entreprise, et on va reprendre ça. Mais là, ce qu'on est quand même en train de se dire, c'est que vous êtes en train de payer l'entreprise en 32 ans, vous l'avez remboursé. C'est un petit peu, si vous faites de la bourse aujourd'hui, c'est un petit peu les ratios du nombre de dividendes, en combien d'années vous allez être remboursé en paiement de dividendes sur le prix de l'action, quoi. Donc, vous avez des ratios comme ça, vous pouvez utiliser les mêmes. Dans l'idée, c'est la même chose. Enfin, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Alors, le vrai problème, donc il y a un autre problème qui est concrètement le salaire du dirigeant. Donc là, en fait, le dirigeant se paye 0 et il se paye simplement avec des dividendes. Donc là, aujourd'hui, les dividendes sont très faibles. Et on va revenir aussi sur concrètement l'opérationnel et ce que fait aujourd'hui le dirigeant. Parce que là, on parle du dirigeant. Alors, sur les petites boîtes, il faut se dire que le dirigeant est souvent à la fois opérationnel et à la fois il est propriétaire de la boîte. Et le vrai truc, c'est à quel point il fait de l'opérationnel et à quel point vous allez pouvoir, quel va être votre coût de remplacer le dirigeant, voire vous-même d'occuper cette occupation. Votre objectif, de façon normale dans chacun des business, c'est concrètement de ne rien avoir à faire dans votre business. Donc de réussir à avoir les bonnes équipes, les bons process pour que vous soyez au maximum un investisseur passif. Le plus vous arrivez à sous-traiter, que ce soit sur de l'opérationnel ou que ce soit sur de la partie plus développement, c'est exactement ce que vous cherchez. Même si derrière vous avez envie de passer du temps dans votre boîte, de la développer, si vous aimez ça, etc., si vous êtes obligé de le faire, parce que dans beaucoup de cas vous êtes obligé de le faire, mais en fait votre vrai objectif, c'est de rendre la boîte totalement autonome de vous. C'est le mieux pour vous, ça va vous permettre d'être dans une position où vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions, et c'est l'objectif dans le business, c'est de rendre le business indépendant de vous-même. Après, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez pouvoir choisir de réinjecter de l'argent ou pas, et surtout c'est d'avoir une vision honnête sur ce que vous faites. Alors, quand on est sur des petits business, c'est très compliqué d'avoir cette vision distanciée finalement du business, parce que si vous êtes tout seul dans votre business, vous devez faire le marketing, la compta, le commercial, l'opérationnel, etc. Mais à terme, c'est vraiment de vous dire, OK, comment je fais pour tout déléguer, avoir assez de marge et assez de process pour que tout soit sous-traité à des personnes. Donc là, indirectement, le dirigeant, grosso modo, il se paye en dividendes. Vous, votre problématique, c'est vous allez vouloir utiliser ces dividendes normalement pour repayer la boîte. Alors moi, c'est ce que je vous encourage à chaque fois. C'est quand vous reprenez des entreprises, c'est de maximiser la dette que vous mettez sur l'entreprise et de garder un maximum de cash de votre côté au cas où vous allez avoir des problématiques de marché. Et après, ça dépend quelle est la pression que vous voulez mettre sur la boîte. Mais de toute façon, la pression, c'est soit une pression financière que vous avez chez vous, soit c'est une pression que vous donnez à d'autres actionnaires. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas prendre toute la pression vous-même. Il y a des beaux business. Vous n'avez pas, vous, la capacité d'avoir assez d'argent de côté si à un moment il y a un crack. Et quand vous allez faire l'acquisition de la boîte, vous ne voulez pas prendre toute la pression finalement financière. Donc mettre trop de dettes sur la boîte. Du coup, vous allez prendre des investisseurs avec vous. Alors attention, quand vous prenez des investisseurs avec vous,
ils vont obtenir un gros résultat quand même de ce que vous allez générer comme revenu supplémentaire. Donc, il y a une notion de risque pour eux. C'est quand même des secteurs qui sont risqués. Et il y a une notion pour vous de travailler pour qui vous allez travailler. Lorsque vous avez des actionnaires, vous travaillez pour des actionnaires. Il faut se le rappeler. De toute façon, vous travaillez pour l'État. Ça, il faut se le rappeler. Alors, l'opération, attention. Donc, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ça ne se finance pas. Donc, on se retrouve avec un deal qui n'est pas financé. On a quand même la rentabilité de la boîte, donc le BE qui a grandement chuté. Et on a la dépendance, effectivement, au cédant de 78 ans. Ça fait 50 ans qu'il est à la tête et c'est lui qui maîtrise tout, en fait. Et quand on regarde dans le dossier, ce qui a été fait, alors c'est pas mal, dans le dossier que j'ai récupéré, alors j'aimerais bien vous le retrouver. Ils ont fait un petit tableau avec des petites croix que j'ai bien aimé. Alors, est-ce que je l'ai là? Ils ont fait un petit tableau avec des petites croix pour dire ce que fait le cédant. Et là, le cédant, voilà, poste ou fonction, donc rôle de management. Donc, manager l'équipe, il faut vous dire, ah oui, je reviens dessus, mais quand vous avez une boîte de prestations de ménage, bon, concrètement, qu'est-ce que vous vendez? C'est de la propreté industrielle ou autre. Il faut vous dire que ce que vous avez des équipes. Donc, disons que par client, disons que vous avez des clients. En fait, votre grosse problématique, ça va être de vous dire, OK, vous avez 20 clients où il faut faire le ménage à 6 heures du matin, tel jour, parce que leur besoin, c'est d'ouvrir à 6 heures du matin. Grosso modo, il faut 20 mecs. Il va falloir 20 mecs que vous envoyez un peu partout, dans des bureaux en Ile-de-France ou dans la région où vous êtes. Il va falloir vous assurer que les mecs sont au bon endroit, qu'ils ont les bons produits en fonction de ce que vous proposez à vos clients. Donc, est-ce que c'est vous qui faites le réassort ou pas? Si vous envoyez des clients, si vous envoyez des prestations de ménage, donc il y a les bureaux, donc il faut faire les bureaux sur les bureaux, donc il y a l'aspirateur, est-ce qu'il fonctionne? Il y a les produits, est-ce que vous faites le sol ou pas? Il y a les bureaux, est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'il y a des choses particulières? Donc il y a des process à faire, mais est-ce que vous avez des cuisines à laver? Est-ce que vous avez, donc ça dépend ce que vous avez comme client exactement. Donc quels sont les process? Où est-ce que c'est? Et vous avez cette problématique finalement du personnel. Donc vous allez avoir un personnel lorsque vous avez des salariés. Si vous voulez créer avec des gens une dimension un petit peu culturelle forte, si vous avez les gens au même endroit, tous ensemble, et que vous pouvez passer du temps ensemble, ça fonctionne bien. Si vous pouvez faire des réunions de temps en temps, ça fonctionne bien. Là, par contre, vous envoyez des personnes qui sont autonomes, qui partent de chez elles et qui vont directement chez vos clients, à droite, à gauche. Et là, la problématique de ces clients-là, c'est de garder cette dynamique équipe et vous, de vous assurer aussi que dans le temps, vous allez garder la qualité de ce que vous proposez. Pour réussir à faire ça, c'est un petit peu compliqué. Vous avez aussi un autre enjeu. Normalement, vous structurez vos équipes en faisant des directeurs de département. Alors là, vous n'avez que 20 personnes, donc il y a peut-être en pyramidale, il y a peut-être un échelon. C'est-à-dire que vous allez avoir vos directeurs de secteur, ou vos directeurs propreté, ou vos directeurs opérationnels, donc qui vont s'occuper de 1 jusqu'à 20, voire 40 personnes. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans les boîtes de prestations de ménage. Et votre enjeu, ça va être de vérifier que les personnes, ça marche bien, que les personnes ne s'embrouillent pas entre elles. Et généralement, vous êtes avec beaucoup de profils d'immigrés. Donc, quand vous êtes avec beaucoup de profils immigrés, attention à l'impact culturel et surtout, faites vraiment attention si vous mélangez les femmes et les hommes. Pourquoi? Ça, c'est retour d'expérience d'un. J'avais regardé une boîte vers Toulouse, 4-5 millions de chiffre d'affaires dans la propreté industrielle. Un ancien militaire, d'ailleurs, très sympa. Je vais voir où il en est, je vais peut-être le rappeler. Et lui, sa grosse problématique, c'est de tout faire pour pas qu'il y ait d'agression sexuelle dans ses équipes. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui sont très tôt, très tard dans des bureaux. Si vous mélangez, vous avez beaucoup de femmes. Et si vous mélangez femmes et hommes qui sont dans des situations où, voilà, eh bien, à certains moments, il y a le risque, effectivement, qu'il y ait des débordements. Donc ça, c'est vraiment ce que vous voulez éviter. Vous avez un contexte particulier, il y a des métiers qui ont des contextes particuliers, celui-là en fait partie. Donc attention à ça, donc vous avez vraiment beaucoup de people à gérer. Moi, alors, beaucoup de people à gérer, moi, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est quand même assez dur. En plus, ça dépend de qui vous gérez. En fonction du secteur dans lequel vous allez aller, vous avez des types de personnes. Donc, par exemple, les coiffeurs, on va généraliser, il faut généraliser. Les coiffeurs, c'est un style particulier. Les barman, c'est un style particulier. Les gars dans la prestation de ménage, c'est un style particulier. Les militaires, c'est un style particulier. Et il y a quand même des traits où les ingénieurs qui bossent chez Thales, c'est un style particulier. Les ingénieurs qui bossent chez Google, c'est un style particulier.
En fait, chacun des styles a des problématiques différentes et des façons d'être managé de façon différente. Donc là, ce qui marche bien généralement dans le ménage, c'est le militaire. On trouve beaucoup d'anciens militaires. Et d'ailleurs, moi, je vous encouragerais à recruter les anciens militaires pour gérer ce type d'entreprise. C'est-à-dire que c'est du très opérationnel, c'est très ordonné, il y a beaucoup d'ordre, il y a beaucoup de process. Et il faut fonctionner comme ça. Il faut vraiment fonctionner comme ça pour que ça avance. Alors, là, on a aussi une notion de bail. Effectivement, regardez où sont les entreprises et quels sont les baux. Donc, petit rappel sur quand vous louez, vous êtes une entreprise. Pour la plupart d'entre elles, vous avez 369, c'est-à-dire que vous avez un bail qui vous engage sur 3 ans, 6 ans et 9 ans. Attention aux réévaluations des baux, attention à qui appartient aussi le bien. Généralement, pour les petits entrepreneurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter avec une société des murs, ils vont la louer à l'entreprise qui exploite. Donc attention à vérifier ça. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ce dossier? Alors, moi, personnellement, à ce prix-là, j'irai jamais. J'ai besoin d'échanger avec le dirigeant. Alors, de façon générale, le ménage déjà. Le secteur du ménage, est-ce que je ferai de la propreté industrielle? Pourquoi pas? Ça dépend vraiment de ce que je recherche. Ça dépend d'où j'en suis. Ça peut être une boîte qui est quand même intéressante à reprendre, surtout si on doute un peu de ses compétences ou est dans des secteurs un petit peu plus sophistiqués. Moi, sur ces métiers qui vont normalement pas être impactés par l'IRA, pas maintenant, j'irai pas forcément sur le ménage, j'irai plutôt sur la plomberie, j'irai plutôt sur l'installation et l'entretien de clim, sur le ravalement de façade. En fait, des endroits où je peux peut-être avoir un peu de récurrent, mais surtout, je peux avoir des ventes plus importantes et faire plus de marge. Donc c'est ça. Et des secteurs où j'ai du personnel peut-être un petit peu plus qualifié et où je vais pouvoir, oui, avec 5-6 personnes finalement, faire 1 million, faire 2 millions de chiffre d'affaires, plutôt que là, je vais être une vingtaine de personnes et je vais faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc il y a cet élément-là. Ou sinon, j'irai sur du ménage spécialisé. Donc traitement de l'amiante, ça peut être du ménage dans des zones, dans des sites militaires, dans des sites des entreprises avec beaucoup de sécurité, dans des entreprises particulières, dans des chambres froides. Enfin, j'essaierai de me sectoriser un petit peu plus pour maximiser combien je peux réaliser. Mais bon, pourquoi pas? Ça peut être une bonne phase de transition. Attention sur les entreprises de ménage, vous êtes quand même très lié au débat français sur le SMIC, sur les aides, sur tout ça. Vous gagnez quasiment pas de thunes. Il faut vraiment vous dire, quand vous faites des prestations de ménage classiques comme ça, votre marge n'est pas très importante. Vous essayez quand même de faire du 30% de marge. Il suffit que demain, donc il faut bien travailler vos contrats, parce que si demain le SMIC, les gars s'enflamment, ils nous mettent un SMIC à 1009, ben vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce qu'il va falloir gérer ce SMIC, l'évolution du SMIC. En fait, vous, 5 euros d'augmentation du SMIC, ça vous dégomme votre business. Et les gens ne se rendent pas compte que vous êtes vraiment impacté par ce truc-là. Attention aussi à tout ce qui est social de façon générale, vu que vous avez beaucoup de gens, plus vous avez de gens, plus vous avez des risques. Alors après, ça dépend de la population, mais plus vous avez des risques de recours au prud'homme, à la CGT, etc. Vous, il faut savoir que pour une petite boîte comme ça, vous chopez 1 ou 2 prud'hommes, vous êtes mort. Ça, c'est un peu problématique. Donc attention, surtout que vous êtes sur une population qui indirectement peut être beaucoup aidée. Et du coup, des personnes vont essayer de protéger ce type de population. Sauf que vous êtes dans le même panier, quoi, parce que vous faites quelque chose qui n'a pas beaucoup de marge, vous essayez de bien faire votre boulot, et ça peut très vite, en fait, se retourner contre vous, ce système-là. Donc, attention vraiment à ça. Attention, encore une fois, culturellement, aux gens que vous avez dans votre entreprise, à bien vous assurer, donc à éviter tous les gros problèmes. Donc, les problèmes de recruter des personnes qui n'ont pas le droit de travailler. Attention, vous êtes obligé de déclarer à la préfecture, de vérifier les dossiers, que les personnes ne sont pas... En fait, vous êtes à risque pénal en recrutant des personnes qui n'ont pas le droit de travailler. Et tout ce qui est bâtiment et ménage, c'est les secteurs qui sont les plus regardés. Donc indirectement, il y a une espèce de truc flou en France. Moi, perso, que je trouve un peu border. Parce qu'il y a des gens qui, en gros, tant que vous déclarez l'URSSAF, vous avez le droit de bosser. Mais en fait, il y a des lois qui sont quasiment inapplicables. Et en fait, elles sont faites pour que si on a envie de vous faire couler, on peut vous faire couler. Grosso modo, c'est comme ça que je vois beaucoup de lois en France. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur la consommation de drogue. Et puis, il y en a plein. Et les ministres, là, il y a un check. On sait qu'il y en a je ne sais pas combien de drogués. Puis finalement, on ne dit rien, on ne fait rien. Bon, c'est un peu le même concept un peu partout en France. On le revoit tout en bas ou tout en haut, qui est de créer des lois. Si un jour, vous avez la malchance qu'on vienne vous inspecter sur des choses alors que tout le monde le fait,
vous faites condamner, on va dire que vous faites un truc illégal alors que tout le monde le fait, quoi. Bon, ça, moi, je trouve que c'est un peu border. Là, vous êtes quand même sur un univers, il faut donner du taf aux gens, vous faites un service. Normalement, la règle, entre guillemets, un peu officieuse, c'est si vous prenez des gens, que les gens, vous déclarez leur URSSAF, que l'URSSAF est payé, après les gens peuvent se régulariser. Il y a tout un truc comme ça. La grosse problématique que vous allez avoir, c'est que si un jour, il y a un problème de vol quelque part, grosso modo, il y a quelqu'un un mec, son ordi, il a été volé dans les bureaux, enfin il pense qu'il a été volé dans les bureaux ou pas, on va très fortement se retourner vers vous. Vous allez avoir le gars qui fait le ménage chez vous, on va se dire tiens, le mec d'où il vient, il n'a pas de thune. Dans le doute, vu qu'il y a du doute, on va dire ouais, c'est sûrement lui, redresser la sécurité, dégagez-le, changer de boîte de ménage. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc faut regarder de façon concrète ce qui va se passer. Donc attention à cette partie-là. Autre élément, cette boîte de ménage, donc ça dépend du prix. Même si aujourd'hui le prix, et moi c'est ça qui m'embête un peu, même si on me la donne à 1 euro la boîte, je vais avoir quand même, donc là un EBE qui s'est effondré, donc il faudrait voir exactement, mais j'ai potentiellement 20-30 000 euros qui restent à la fin de l'année pour payer quelqu'un. Donc même si c'est vous que vous reprenez la boîte, il vous reste 20-30 000 euros à la fin de l'année pour vous payer. Alors pour qu'on se rende compte, hein, donc là en plus on est en dividende, donc 30 000 divisé par 12, ça vous fait 2 500 euros par mois. Vous faites, vous enlevez le PFU. Allez, on va le faire sur 65%. Il vous reste 1 625 euros par mois. Donc là, vous payez une boîte 480 000 euros. À la fin, vous travaillez toute la journée, hein, il vous reste 1 625 euros par mois. Bon, pas très intéressant, hein, donc je me demande, donc vous achetez quelque chose même gratuitement, franchement, je sais pas trop à voir. Si vous avez déjà aujourd'hui une boîte de prestations de ménage, que vous êtes capable de fluidifier les process, que vous avez déjà quelqu'un qui s'en occupe, etc., pourquoi pas, ça change un peu l'équation. Mais vous, de façon générale, de reprendre une boîte comme ça, un peu compliqué. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer un message sur LinkedIn, sur Insta. Mon objectif, c'est de vous partager les choses de façon très transparente et très claire. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.